Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages. Vous le savez, la promesse, elle est contenue dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons avec, au sommaire de ce 7 novembre, Bruno Le Maire sur le grill du Sénat. La commission des finances veut faire toute la lumière sur le dérapage des comptes publics. Comment est-on passé d'une prévision de déficit à 4,4% à une dérive au-delà des 6%, obligeant Michel Barnier à trouver en urgence 60 milliards d'économies. L'ancien ministre de l'économie se défend en chargeant son administration et les choix politiques d'Emmanuel Macron. On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, notre semaine spéciale consacrée aux élections américaines continue. Kamala Harris a certes raté sa campagne, mais elle, au moins, sait accepter une défaite. Nous devons accepter les résultats de cette élection. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé avec le président élu, Trump, et je l'ai félicité pour sa victoire. Je lui ai également dit que nous l'aiderons, lui et son équipe, à assurer la transition et que nous nous engagerons dans un transfert de pouvoir pacifique. Comment le camp démocrate a-t-il perdu près de 13 millions d'électeurs en 4 ans? Qui va former le premier cercle autour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Comment l'Europe, qui se retrouve aujourd'hui dans la Hongrie de Viktor Orban, le plus fervent supporter européen de Trump, va-t-elle réagir à cette nouvelle donne stratégique? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cette audition très attendue de Bruno Le Maire devant les sénateurs, elle est résumée par Marion Lompageux. Ambiance tendue ce matin. Alors que Bruno Le Maire revient sur les faits, les sénateurs s'impatientent. Il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas toute la matinée pour vous auditionner. Moi, j'ai toute ma matinée, monsieur le rapporteur général. Je suis à votre disposition. Pendant 2h30, l'ancien ministre des Finances a nié tout mensonge sur la situation des finances publiques. C'est le choix du gouvernement actuel. Je conteste donc formellement ce chiffre de 6,1% qui est ressassé à l'envi pour expliquer que le précédent gouvernement a tout fait mal et que le nouveau gouvernement fait tout bien. Le déficit prévu dans la loi de finances de 2024 était de 4,4%. Il est pour le moment fixé à 6,1% du PIB, un écart de 50 milliards d'euros. Il y a eu fondamentalement une grave erreur technique d'évaluation des recettes dont nous payons le prix et à laquelle j'ai répondu avec la plus totale détermination et la plus totale transparence. L'enquête du Sénat sur le dérapage des comptes publics a été réactivée cet automne. Le but, mettre en lumière les responsabilités de chacun. Pour le rapporteur général des Finances, toutes les auditions sont importantes pour éviter une nouvelle dérive financière. C'est le fait de dire qu'aujourd'hui, le déficit à 6,1 est de la seule responsabilité du nouveau gouvernement. C'est méprisant, parce que tout ça n'est que la résultante de ce qui n'a pas été fait auparavant. Voilà. Et donc nous allons avoir l'occasion, évidemment, de tirer au clair par rapport à ces déclarations, mais également avec les auditions qui suivent, et notamment des premiers ministres qui étaient en exercice hier. Demain, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui devra répondre aux questions des sénateurs. Et peut-on parler de mensonge d'État? On en débat avec Jean-François Husson, on vient de vous entendre, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle et donc rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Caroline Michel-Aguirre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter à l'Obs et vous avez signé une enquête sur ce dérapage budgétaire titrée « L'histoire d'une mystification ». Éric Heyer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, directeur à l'Observatoire français des conjonctures économiques et enseignant à Sciences Po Paris. Sophie de Ravinel, bonsoir. Sophie, bonsoir, bienvenue à vous, éditorialiste politique. Est-ce que vous avez, question très générale et assez basique, je le reconnais Jean-François Husson, est-ce que vous avez été convaincu par l'ancien ministre de l'économie? Non, je n'ai pas été convaincu. Il y a quand même un vrai changement de posture avec Bruno Le Maire. Je pense que c'est lié au fait qu'il se sent aujourd'hui libre. Il nous l'a dit, et j'ai eu tendance à lui dire homme libre, toujours, désormais, tu chériras le Parlement et plus encore le Sénat, quand on se souvient de l'attitude qui avait été la sienne, assez peu présent, une forme de condescendance. Ça, c'est pour la forme. Sur la conviction, il y a 2 sujets. Le premier qui consiste assez vite à focaliser le décalage
où le décalage du déficit budgétaire, qui est quand même majeur, sur le lampiste, les prévisionnistes. Ouais. C'est tellement simple. Ouais. Et puis, on y reviendra en détail là-dessus. Ce qui n'est pas très chic, c'est d'expliquer également dans son propos introductif que c'est la faute et la seule responsabilité du nouveau gouvernement, qui est là depuis 45 jours, de déclarer qu'il va y avoir un déficit à 6,1. C'est-à-dire qu'il accuse Michel Barnier de charger volontairement la barre. Oui, bien sûr. Il l'a dit clairement. Il a dit le gouvernement, et je crois qu'il a dit Michel Barnier. Enfin, je trouve ça manque d'élégance. Ça manque d'élégance. D'abord, il faut être fair-play. Chacun assume. Alors, il a fait une forme d'acte de contrition à l'endroit du Sénat à plusieurs reprises, en étant assez aimable, même très, très aimable à l'endroit des sénateurs, dans les responsabilités. Enfin, il dit aujourd'hui... globalement, il nous reconnaît des qualités lorsque, systématiquement, hier, avant-hier et depuis un certain temps, il nous disait le contraire. Ouais. Mais c'est, en tous les cas, à marquer au moins à son crédit. Il y a déjà ce changement d'attitude. Caroline Michel-Aguirre, c'est le travail de la mission d'information du Sénat dans une première session, en quelque sorte, qui vous a mis sur la piste de votre enquête. Et vous reprenez le terme de mystification. Pourquoi ce terme ? Parce que, d'abord, il faut en effet saluer totalement le travail des sénateurs qui avaient vraiment mis beaucoup de choses sur la table. Et l'audition de ce matin, c'était le match retour de la précédente audition en mars, je crois, qui avait été extrêmement tendu, où tout le monde était sorti extrêmement énervé. Bruno Le Maire, à l'époque, refusant de reconnaître totalement qu'il y avait un décalage évident entre les alertes et les décisions politiques. Mystification, parce que même si on entend beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il l'a dit ce matin, on ne peut pas aller devant les micros dès qu'il y a la moindre note qui alerte que ce serait peut-être pas aussi bien les oui, on recettes peut reconnaître fiscales, à un ministre de l'économie le droit à un petit peu de secret sur l'état des finances publiques. D'attente, volontarisme politique. Oui. Bon, là, ce qui est frappant, c'est la répétition. Si vous voulez, ça commence en septembre 2023 et ça dure jusqu'en septembre 2024. C'est-à-dire que pendant un an, régulièrement, tous les mois, on a des notes du Trésor, des impôts qui viennent du budget, qui viennent dire attention, attention, attention. Et le politique qui ne prend pas les décisions nécessaires et qui ne communique pas de cette façon-là. Et là où le mot mystification, pour moi, était d'autant plus important, c'est que quand vous mettez en parallèle les décisions et ce qui est en train de se passer au niveau politique, là, de manière publique en même temps, vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est pour dissimuler quelque chose. En décembre 2023, il nous dit « Ah, mais je ne peux pas dire, alerter les Français dès qu'il y a la moindre note. » Oui, mais quand vous réfléchissez qu'au même moment, Elisabeth Borne, Premier ministre, est en train de passer son budget au Parlement sur un 49.3 sans avoir donné toute l'information, voilà. Oui. Et c'est donc, si vous voulez, la mise en parallèle de ce qui se passe à Bercy et de ce qui se passe sur la scène publique qui nous donne ce sentiment très intéressant. Et on reprendra certaines de ces dates clés au cours de notre débat. Éric, il y a des budgets en déséquilibre. Je crois que la France en a connu beaucoup depuis 60 ou 70 ans. C'est peut-être plutôt l'inverse. On va dire combien de budgets en équilibre a-t-elle connu ? 10 depuis 1960. D'accord. OK. Bon, donc on est plutôt habitué au budget en déséquilibre. Mais est-ce que vous avez le souvenir d'un tel décalage entre les prévisions et le budget final ? Non, c'est vrai. Mais alors, il faut dire que le décalage de 2024, qui est extrêmement important, provient aussi du décalage de 2023. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, on était parti à 4,4 en 2024, mais parce qu'on pensait qu'il n'y aurait que 4,9 de déficit en 2023. Bon, finalement, le 2023 a atterri à 5,5, donc il fallait le 4,4. Le passer tout à 5,1, pardon, à 5,5, oui, pardon, donc il fallait rajouter 0,6, donc vous voyez, on est passé le 5. Il y a un effet un peu boule de neige. Il y a un point de PIB qui est dû à 2024, ça c'est vrai que c'est un peu extraordinaire, en période de non-crise. Et là aussi, en période de crise, c'est normal, on est complètement perdu, on fait des plans de relance et le PIB a vraiment chuté. En période de non-crise, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel. Et là, on arrive petit à petit, nous, à tenter de retrouver le pulse de ces 1 point. Donc il y a une partie où il y a quand même une erreur de prévision, parce que j'ai entendu, la prévision, là, globalement, le chiffre de croissance en volume était
Exact, mais ils se sont trompés sur l'inflation. Or, en fait, l'inflation, ça donne des recettes. Ouais. Et en fait, le passage... Donc, il y a eu moins de recettes que prévu. Exactement. Ça, on y reviendra en détail. Donc là, il y a une partie qui est là. Il y a une partie qui est aussi un dérapage un peu des dépenses publiques des point de vue territoriales. Ça explique quand même 0,5 point de PIB. Et ensuite, il y a effectivement d'autres recettes, les recettes qui ont été beaucoup plus faibles parce qu'on s'est trompé sur la... En fait, s'ils ont eu juste sur le chiffre de croissance, mais ils n'avaient pas vu que c'était moins de consommation et plus d'export, ah mais ça change l'élasticité. Vous voyez, donc, et après, bon, on reviendra, mais une petite erreur sur penser que l'élasticité des recettes est toujours unitaire. Bon, tout ça, effectivement, là où il n'y a pas de chance, c'est que ça arrive très souvent qu'on fasse des erreurs, mais par chance, souvent elles se compensent. Là, toutes les erreurs sont allées dans le même sens et se sont accumulées. Et c'est vrai qu'assez vite, dans l'année 2024, il y a eu quelques clignotants quand même. Bon. Elles n'ont pas été prises suffisamment au sérieux. Et on reparlera de la façon de communiquer ou pas quand on est effectivement en charge d'une matière aussi importante que les finances publiques, parce que c'est l'un des thèmes intéressants de ce débat. La question du choix politique. Je reprends le terme de mystification. On met en parallèle les chiffres, les alertes et puis les décisions politiques, le retard à l'allumage. Il s'explique d'abord, ou en tout cas en grande partie par un choix politique, c'est ce que disait Claude Raynal à l'issue de l'audition de Bruno Le Maire, président de la Commission des finances du Sénat. Évidemment, on l'écoute. Nous pensons sincèrement qu'il y a un lien entre la non-décision sur un projet de loi de finances rectificative qu'aurait sans doute pas permis de tout régler, mais qui aurait sans doute amené des mesures nouvelles utiles au pays, et le fait qu'il y avait la proximité des élections européennes. Je crois que ça, c'est à peu près établi. Nous avons souhaité le lui demander. Il n'a pas souhaité répondre, mais d'une certaine façon, sa non-réponse était une réponse. Parce que si ce n'était pas le cas, je pense qu'il se serait exprimé avec beaucoup de clarté. Alors, je commence avec vous, Caroline Michel-Aguirre, pour rappeler ce qui se passe au printemps dernier, début du mois de mars. Là aussi, il y a une alerte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite politiquement ? Alors, en fait, en février, Bruno Le Maire, d'un coup, en un mois et demi, décide d'aller aux 20h de TF1, dire attention, on a un problème, notre prévision de déficit pour 2024 n'est pas le bon, il faut que nous annulions tout de suite 10 milliards de crédits et on prépare des hausses d'impôts ciblées voilà, pour gagner 15 milliards d'euros par rapport à ce qu'on a prévu. Alors, ce qu'ont souligné les sénateurs à juste titre, c'est qu'en décembre, comme je viens de le dire, Elisabeth Borne venait de passer son budget, aller chercher 15 milliards d'économies un mois et demi plus tard, c'est très rapide. Bon, il y a déjà une question. Et puis ça fait réagir Gabriel Attal qui est, je vais dire les choses gentiment, n'est pas très satisfait de cette interview télé de Bruno Le Maire. D'abord, je ne sais pas tout à fait, on le saura peut-être demain, ce qui s'est passé sur la communication. Peut-être une idée que ça n'a pas été très fluide. En tout cas, Gabriel Attal le prend à titre personnel parce que lui, il a un enjeu, il vient d'arriver, voilà, un enjeu d'image, etc. Il vient d'arriver à Matignon. Il vient d'arriver à Matignon, il vient d'être nommé et Matignon le prend comme ils nous ont tiré une balle, quoi, d'une certaine manière. Et ce qui arrive très très vite, ce sont les élections européennes. Alors là, qui sont en juin, comme on le sait. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse. Il y a deux problèmes de fond qu'il faut quand même aborder. Un, ce sont les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron depuis 2022. Depuis 2022, il n'a pas de majorité. Il sait qu'il n'a pas une majorité de Français avec lui. Et ce qui fait que depuis 2021, dès qu'il a senti un début de problème, il ou Jean Castex à l'époque ou d'autres ont fait des chèques. Vous faites le chèque, là. On fait des chèques, mais des dizaines de milliards d'euros non ciblés. Ça a vraiment arrosé, voilà. Ouais. Alors, je dis pas qu'il fallait pas aider les Français, mais là, ça a été énormément d'argent, pas du tout ciblé, à répétition. Et en fait, on comprend que n'ayant pas de majorité, Emmanuel Macron, enfin, en tout cas, le gouvernement et le chef de l'État se sentent très fragilisés et ont du mal, voire n'arrivent pas à prendre de décisions difficiles. Donc ils se disent à 3 mois des européennes, on ne va pas annoncer une loi de finances rectificative. Exactement. Donc après l'élection législative présidentielle, on a fait beaucoup de chèques pour que les gens votent. Là, il y a les élections européennes. Ce n'est pas le moment de dire qu'on s'est planté sur le budget, d'autant
qu'on est passé avec le 49.3, donc les députés auraient pu se sentir, à juste titre, un peu floués dans l'histoire, notamment ceux qui n'ont pas voté leur censure. Donc Emmanuel Macron descend un 7 avril, je crois, 8 avril, à une réunion de chefs de la majorité. Il dit clairement « J'entends parler d'une loi de finances rectificative, il n'en est pas question, et quant aux économies, entre guillemets, on ne va pas ouvrir la foire à la saucisse. » Fin du sujet. Oui, vous recevez l'ancien Premier ministre Gabriel Attal demain. Vous l'auditionnez, c'est pas une réception, vous l'auditionnez demain. Qu'est-ce que vous en attendez? Je ne vais pas vous demander là de nous révéler les questions que vous allez lui poser, mais là il faut trouver le point d'antagonisme entre ce que dit Bruno Le Maire et ce que dira Gabriel Attal. On va voir s'il y a ou non des antagonismes, mais il faut clarifier la situation. Des décisions, dans ce que vous venez de dire, il manque un petit élément. Le 21 mars, je crois, ou le 22 mars, je m'invite à Bercy. Ah oui, c'est vrai. Oui. Parce que vous allez chercher des documents. Ah oui, parce que 2 jours avant, donc on nous explique qu'il y a un déficit qui va se tenir en 2023, que pour 2024, on est sur un déficit à 4,4. Et là, le président de la République, autour de l'Élysée, on communique sur un déficit à 5,6. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, résultat des courses, je m'invite, je découvre, là, dans les documents qui nous sont remis par les grandes directions de Bercy, qu'il y avait des prévisions qui alertaient dès le mois de décembre. Et si vous voulez, nous qui, au Sénat, avions voté ce qui ne s'est jamais fait sous la Ve République, 7 milliards d'économies pour proposer à l'État de dépenser moins en 2024, on se trouve, si vous voulez, pris à revers. Donc, évidemment, on trouve ça assez amer. La question sera de savoir comment s'est passé, comment se sont déroulés les événements. Parce qu'effectivement, le Premier ministre, qui était le ministre des Comptes publics sous l'autorité de Bruno Le Maire, est devenu le Premier ministre, avec Bruno Le Maire, sous l'autorité de son ancien ministre des Comptes publics. C'est pas forcément facile à vivre, mais il faut tenir compte de tout ça. Et donc, en recevant les 2 premiers ministres, on va essayer de savoir, de comprendre comment les choses se sont déroulées, quels arbitrages ont été rendus, puisque ce matin, lorsque nous avons clairement interrogé le ministre de l'économie, il nous a répondu qu'il fallait s'adresser à celles ou ceux qui ont pris la décision. Je pense, en tous les cas, assez clairement, que l'un, en tous les cas, va être concerné. L'un, au moins, c'est le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. Vous parlez de mensonge d'État à ce stade de vos investigations? Puisque j'ai dit à un moment, lorsqu'on m'a interrogé au début du mois de septembre, j'ai dit tout ça pourrait finir par ressembler à un grand mensonge d'État. Oui. Donc pour l'instant, je laisse les points de suspension parce que malheureusement... Vous êtes encore au conditionnel. Mais oui, bien sûr, mais parce que d'abord, on est dans une mission de contrôle. Oui. Voilà, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, mais par contre, je le dis au regard de l'effort qu'on va demander aux Français, qui que ce soit, aujourd'hui c'est avec Michel Barnier, les Français on doit la vérité aux Français. Oui, si on leur demande des efforts, bien sûr, parce que c'est la condition indispensable pour qu'ils acceptent. Ouais. Peut-être. Et on sait à quel point c'est difficile. Sur l'insincérité budgétaire, je veux bien vous entendre, Éric Heyer, parce que est-ce que c'est pas la loi du genre, d'une certaine façon? Alors, vous voyez, quand le Haut Conseil des finances publiques avait traité un budget d'insincère, il s'était trompé. D'accord? Parce qu'effectivement, c'était le dernier budget sous François Hollande. Il avait traité d'insincère. Alors, je ne sais pas si c'était le Haut Conseil de mémoire ou la Cour des comptes qui, à l'époque, l'avait traité d'insincère, mais peu importe. Bon. Au bout du compte, il s'était avéré que les déficits étaient à peu près dans les clous. Donc, il faut quand même se méfier avec ce côté d'insincère et d'improbable. Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'on ne s'adresse pas seulement aux Français, on s'adresse aux marchés financiers, à ceux qui nous prêtent de l'argent, etc. Moi, ce qui est inquiétant, il y a le chiffre qui est inquiétant, 6,1 en période de non-crise, c'est inquiétant. Mais ce n'est pas tellement ça, moi, qui m'inquiète, c'est le fait qu'on ne comprenne pas pourquoi on est arrivé là. Quoi. Et donc, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. Et quand vous êtes là, on ne maîtrise plus, ceux qui vous prêtent vous disent, mais attends, si tu ne maîtrises pas exactement et que tu ne peux pas nous expliquer très clairement pourquoi
pourquoi on en est là, on va te faire un peu moins confiance et donc les taux d'intérêt augmentent, c'est ce fameux spread qui augmente. Et donc, bien entendu, il faut expliquer pourquoi. Vous voyez, moi, j'ai rien contre les déficits si je sais pourquoi, à quoi ont servi les déficits. Si ces déficits, c'est pour aller investir, on verra si les marchés financiers nous font confiance sur ce programme, etc. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est à 6,1 et pourquoi les autres pays arrivent à résoudre leurs déficits plus rapidement que nous, sans que la croissance soit bien différente de nous. Vous voyez, il y a l'Espagne qui ont des performances économiques meilleures que nous, l'Italie des performances économiques meilleures que nous. Donc, qui reviennent petit à petit vers les 3%. Quoi. Il a donné une réponse, me semble-t-il, ce matin, en parlant de la réforme des retraites. Il a beaucoup mis sur le... Oui, mais vous voyez, mais ça a été un peu dit. Vous voyez, moi, je pense que pendant la crise sanitaire, tout le monde a fait à peu près les mêmes politiques en milliards. Allez, il n'y a pas trop d'écart, tout le monde a fait de l'activité partielle, etc. La grande différence, selon moi, ça a été la période 22-24. 22-24, c'est-à-dire au moment où la crise énergétique arrive. Quand vous avez une crise énergétique qui arrive, les prix du pétrole et du gaz qui augmentent, c'est une ponction sur votre économie. Ça s'élève à peu près à 85 milliards pour la France, mais allez, une ponction à peu près identique pour tous les pays. Comment vous aidez les ménages et les entreprises? Il y a deux solutions. Soit vous laissez l'inflation entrer et vous faites des chèques. D'accord. Mais vous faites des chèques ciblés. Vous dites à qui je donne et les personnes reçoivent un chèque. Soit vous dites, je bloque l'inflation. D'accord. C'est-à-dire que c'est moi directement qui paye la Norvège, etc. Quelle est la meilleure façon de faire? Parce qu'en termes de milliards d'euros, ça coûte pareil. En gros, la France a à peu près fait la même chose. Mais quel est le plus efficace? Moi, il me semble que la France a été le seul pays à faire la stratégie « je bloque l'inflation ». L'intérêt de cela, c'est qu'effectivement, on a eu une inflation cumulée sur toute la période bien plus faible que tout le monde. On a entre 3 et 5 points d'inflation inférieure à tout le monde. Sauf que personne n'est capable de dire qu'il a été aidé pendant cette période-là. C'est-à-dire, quand vous dites aux ménages, tu sais quoi, on a dépensé à peu près 60 milliards d'euros, mais c'est pas moi qui en ai bénéficié. Il faut leur dire, mais si... Je ne sais pas s'il y aurait eu un gain politique en étant plus ciblé, mais peut-être. Mais alors, en plus, on aurait payé bien plus volontiers. Vous voyez, quand vous recevez une aide, un chèque direct, je sais pas, j'invente 300 €. Si après on dit, tiens, je suis obligé un peu de rembourser, je te reprends 100 €. Je sais faire la différence, 300 moins 100, je suis gagnant. Si je te dis, tu sais, quand elle est au supermarché, les prix ont augmenté. Mais si je n'avais pas fait cette stratégie, les prix auraient encore plus augmenté. Non. Donc personne ne pense avoir été aidé pendant cette période-là. C'est pas efficace parce que le ménage aisé dit, mais en fait, je t'ai rien demandé. D'accord? Et donc, je sais même pas que tu m'as aidé. Donc, et puis, ça servait à rien de l'aider. Alors que le ménage modeste, il dit, mais tu m'as pas assez aidé. Donc, du coup, c'était pas très efficace et très onéreux. Votre avis, Jean-François Huzon, sur ce qui est un choix politique, ce que vous nous décrivez, c'est un choix politique. Peut-être une erreur politique. C'est quoi? C'est que peut-être ils ont eu peur c'est la facilité, la peur de créer une usine à gaz, parce que souvent on se dit, si on cible une mesure, ça va être très compliqué, il y a des effets de seuil, etc. Ça tombe bien. Nous, on a toujours plaidé au Sénat. Il faut savoir arrêter. C'est-à-dire qu'il faut couper les robinets très tôt. C'est parce que sinon, la dépense devient une habitude, et donc c'est difficile de débrancher. Et puis, il faut cibler. On avait proposé dès l'an passé, par exemple, pour l'énergie, de couper complètement, de remettre le tarif normal d'avant-crise pour l'électricité aux catégories les plus aisées. C'était osé, c'est presque une mesure de gauche pour une majorité de la droite et du centre, de dire ceux qui ont le plus de moyens, ils peuvent supporter, ils ont les moyens d'arbitrer. Les gens modestes, ils n'ont pas les moyens d'arbitrer. Donc je pense, ça c'est un premier sujet. Puis le sujet qui sera marquant, c'est le fait d'avoir continué, vous l'avez dit tout à l'heure, Gabriel Attal devient Premier ministre. En 6 mois, le Premier ministre, le Président de la République, a 5 milliards de dépenses supplémentaires qui sont, je dis, on arrose le sable chaud. Ça, malheureusement, ça dure quelques jours. Et puis, il y a une capacité d'oubli parce que, finalement, il n'y a pas de corde de rappel. C'est-à-dire, à aucun moment, on explique ce qui se passe. Et donc, quand vous regardez finalement le film des pratiquement 12 mois, c'est la grande dégringolade. On est passé d'annonces, là, cette année, quand on voit, c'est 50 milliards en très peu de temps. Et chaque trimestre, les annonces qui sont faites la main sur le cœur sur les prévisions sont démenties la main sur le cœur, à nouveau, avec des explications qu'on peut entendre. Mais enfin, si vous voulez, c'est
c'est en fait incompréhensible. Les Français ne reçoivent plus cette manière de faire. Alors on va revenir à la personnalité, à la figure de Bruno Le Maire, peut-être aussi à son destin politique. Sophie, il s'est engagé, l'ancien ministre, dans une nouvelle vie. Ben oui, une nouvelle vie, Thomas. Le 23 septembre, l'ancien élu de l'Eure a donné son premier cours en Suisse à l'Université Polytechnique de Lausanne. Un peu comme Alain Juppé s'était envolé il y a 20 ans pour enseigner au Canada, souvenez-vous. Lors de son discours de départ de Bercy, Bruno Le Maire a confié « Je suis heureux de reprendre le chemin des cours, cette fois sur les sujets économiques et géopolitiques. Je ne connais rien de plus beau que de transmettre, dialoguer, se réinventer au contact de nouvelles générations. » C'est très beau, effectivement. C'est beau. Sauf que quelques élèves français sont venus protester le premier jour contre sa présence. On a lu sur les murs les jours précédents des tags hostiles, dont un bruyant « Bruno, casse-toi !» Mais l'ancien ministre a ironisé. Auprès d'une consoeur de France Info, au bord du lac Léman, il y a toujours un peu de vent, mais il est extrêmement faible. Bon, et puisqu'on est dans des images de voile, Bruno Le Maire n'est pas du genre à se laisser démonter. Eh bien, en effet, Thomas, c'est comme pour le budget de la France. Après son passage à Bercy, à peine avait-il concédé avant l'été un accident de recette. Comme on déplore un accident de la route imprévu, celui d'un bateau ivre dénonce ses adversaires. Ce jeudi au Sénat, les parlementaires ont tenté d'aller plus loin, de lui faire avouer ses fautes. Cette séance tient beaucoup du confessionnal, a glissé Michel Canévet, sénateur centriste du Finistère, mais en vain. Une question de tempérament, d'après vous? Oui, l'ancien ministre de l'économie n'est pas de ceux qui battent leur coulpe avec aisance. Quand survient un problème, il le contourne à sa manière. Mon problème, c'est que j'ai les yeux trop bleus pour la télévision, avait-il confié à quelques journalistes lors d'un déjeuner de presse, alors de son échec cuisant à la primaire de 2016, et ça ne gêne pas tout le monde. Il avait aussi décroché le prix de l'humour politique avec cette petite phrase accordée au magazine Le Point la même année, vous vous en souvenez, mon intelligence est un obstacle. On se souvient de son programme Fleuve aussi, de plus de 1000 pages. Car Bruno Le Maire, on le sait, il aime écrire. Ou faire écrire, mais en tout cas, il écrit des romans et absolument dans ce domaine-là non plus, il ne se laisse pas démonter. On se souvient ces dernières années de quelques pages érotiques dans un livre, de lignes jugées brûlantes dans un autre, qui ont suffi pour le clouer au pilori sous la moquerie. Mais ce Normalien, qui a été quand même reçu premier à l'agrégation de lettres, s'en moque. Dans son dernier roman, Fugue américaine, Bruno Le Maire écrit « On n'aime que les êtres chaotiques et imparfaits, les autres se débrouillent, ils se passent de nous. » En fait, on peut être sûr d'une chose, c'est que l'ancien ministre veut continuer à être aimé lui-même. Il reste un politique. Merci beaucoup. Sophie, tiens, je ne vous ai pas posé la question, Caroline Michel-Aguirre. Qu'est-ce que vous avez pensé de son audition ce matin? Vous l'avez regardé dans le détail, effectivement. Oui, j'ai tout écouté. Sa stratégie, sa ligne de défense. C'était pas très surprenant, je souscris tout à fait à ce que vous dites. On ne s'attendait pas du tout à un mea culpa, oui. Mais parce qu'il ne peut pas. Franchement, il ne peut pas. Moi, je trouve que le sujet qui n'a pas été débattu, vous l'avez d'ailleurs un tout petit peu évoqué, c'est celui du fond de la politique économique. Parce qu'on a l'air de dire, là, depuis tout à l'heure, et c'est vrai, en très grande partie, que tout vient du Covid et du post-Covid et de cette élection bancale de 2022. Mais en fait, il y a des choix qui ont été faits de politique économique en 2017, d'aider les entreprises massivement, c'est la fameuse politique de l'offre, avec l'idée qu'en aidant les entreprises, en faisant des baisses de cotisations, des baisses d'impôts, etc., on crée de la croissance, on créerait de l'emploi et donc des impôts, de la TVA, etc. Aujourd'hui, le bilan est clair, même s'il n'est pas partagé par Bruno Le Maire, qui ne s'est pas interrogé sur ce point, ça n'a pas marché. Et on commence à comprendre pourquoi. On commence à comprendre parce qu'au moment où on a baissé les impôts, alors ça a été progressif, mais de 2017-2018, d'ailleurs c'est vous qui avez souligné qu'on a continué à baisser les impôts encore pendant le Covid, des sociétés en particulier, alors qu'on dépensait à tour de bras, on n'a jamais baissé les dépenses publiques d'un montant équivalent. Alors, c'est vrai que maintenant, vu de notre fenêtre, 7 ans plus tard, on se dit évidemment, si je baisse mes recettes tout de suite et que je ne baisse pas mes dépenses tout de suite, je vais fatalement augmenter ma dette d'une manière ou d'une autre. Ça paraît évident. Mais c'est un sujet sur lequel le gouvernement actuel ne veut pas revenir et continue à dire ce qu'a dit encore Bruno Le Maire ce matin, nos résultats économiques sont formidables.
croissance, taux de chômage, etc. La question, et alors là je paraphrase, c'est à quel prix ? C'est-à-dire que si toute cette croissance et tous ces emplois, qui par ailleurs sont des emplois à faible qualification, des emplois aidés qui créent donc peu de consommation et de TVA, si tous ces emplois et cette croissance, on les a financés par la dette, on est rentré dans un cercle vicieux. Et là-dessus, sur ces choses, je dirais, fondamentales de politique économique, Bruno Le Maire n'y va jamais. Il fait de l'idéologie, il dit « je crois que c'est formidable ». Votre avis là-dessus, rapidement, Éric Heyer, sur effectivement politique de l'offre, changement de pied non assumé Oui, non, mais moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est que globalement, il y avait un pari où. Mais alors, vous voyez, on ne fait pas la comptabilité, on fait de l'économie. La comptabilité, on se dit effectivement, quand on baisse les impôts, il faut baisser les dépenses. Sinon, mais quand on fait de l'économie, on dit qu'il peut y avoir des effets d'entraînement. Et donc, en baissant les impôts, on peut espérer que ça crée de la croissance et donc des recettes supplémentaires. Donc, ça, on peut toujours faire ce pari. On appelle ça le ruissellement, la politique de l'offre, la façon. Bon, effectivement, aujourd'hui, on peut dire c'est un échec. Alors, on peut toujours se dire, moi je pense que c'est un échec, mais on peut toujours se dire, oui mais attention, les politiques de l'offre, ça met du temps avant de mordre. Quand vous voulez regagner en compétitivité, quand vous voulez regagner cet esprit du côté de l'offre, c'est pas du jour au lendemain. Des politiques de demande, c'est immédiat. Je fais un choc de demande, c'est immédiat. La politique de l'offre, ça prend du temps et qu'il y a eu une énorme crise au milieu qui a perturbé cette politique de l'offre. Donc on peut toujours se dire, l'effet n'est pas encore là, mais il va arriver demain. Il y a quand même une attractivité de la France qui s'est améliorée. Exactement. Avec des investisseurs étrangers qui viennent. Vous avez raison, c'est pour ça que le gouvernement continue à dire mais regardez, on est monté dans les classements d'attractivité. Sauf qu'on peut leur dire attention, on a quand même baissé en termes de productivité. Normalement, quand vous faites une politique de l'offre, c'est pour être plus productif. Or, la productivité s'est effondrée. Quand vous faites une politique de l'offre, c'est vous allez augmenter votre compétitivité, votre balance commerciale va s'améliorer. Non, elle s'est dégradée. Donc, ok, il y a un critère qui s'est amélioré, c'est l'attractivité d'un point de vue des investissements étrangers, mais tous les autres qui se sont effondrés. Moi, je ne vais pas enterrer complètement la politique de l'offre, mais effectivement, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'elle a fonctionné. Alors, ce qui se joue aussi, on l'a évoqué, mais très rapidement, et je pense que c'est un chapitre important de notre débat, c'est la crédibilité de la France sur les marchés financiers. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain, qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Steve. Thomas. On va faire avec vous un zoom sur la charge un peu de pédagogie, la charge de la dette. Déjà, vous allez nous expliquer de quoi on parle. Alors, la charge de la dette, c'est le coût annuel pour l'État des intérêts à payer sur sa dette publique. Dit autrement, Thomas, c'est la somme d'argent que la France verse tous les ans pour payer les prêteurs qui financent les emprunts réalisés par nos gouvernements successifs. Il faut savoir que chaque mois, nous empruntons sur les marchés pour couvrir des dépenses. Il faut bien trouver l'argent quelque part, cet argent qu'on n'a pas. On emprunte de plus en plus. Cette année, on a demandé au marché 285 milliards d'euros. C'était un record. 2025 promet d'être aussi une année inédite. Selon Bercy, le programme d'emprunt de la France sur les marchés devrait atteindre, voire dépasser le seuil symbolique des 300 milliards d'euros. Il pourrait être de 315 milliards l'année prochaine. On emprunte et donc il faut rembourser avec des intérêts. Ces intérêts représentent la charge de la dette. Cette année, nous allons devoir rembourser environ 50 milliards d'euros d'intérêts. Ça représente plus de 4 milliards d'euros par mois en moyenne. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent d'une fuite en avant. Écoutez Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, c'était cet été. Que plus la dette est élevée, elle est déjà à 3 100 milliards, elle sera à 3 600 milliards d'euros d'après les chiffres du programme de stabilité en 2027. Plus la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel, est élevé. Il sera de 83 milliards d'euros en 2027. C'est-à-dire que pour la première fois dans notre histoire, ça n'est jamais arrivé. La charge de la dette serait le premier budget de l'État, devant l'éducation nationale. Je reprends les termes de Pierre Moscovici, la charge de la dette, premier budget de l'État, devant l'éducation nationale d'ici 2027, c'est vrai ? Faut demander au Sénat. Selon un rapport publié par la Commission des finances du Sénat au mois de juillet, le remboursement des intérêts de la dette pourrait effectivement atteindre un peu plus de 72 milliards d'euros d'ici 2027. En comparaison, le budget de l'éducation nationale est de 63 milliards d'euros pour l'année 2024. Pierre Moscovici a donc raison quand il affirme que la charge de la dette pourrait dépasser le budget de l'éducation nationale. Autre élément inquiétant, Thomas, pour les années à venir, les taux d'intérêt. Ils ont grimpé en flèche
depuis la fin de la période Covid. En 2022, la France empruntait encore à 1%. Aujourd'hui, on est quasiment à 3%. Au mois d'octobre, le taux d'emprunt de la France à 10 ans a atteint les 2,9%, soit plus que celui de l'Espagne. C'est tout simplement du jamais vu depuis 20 ans. Merci beaucoup Steve Jourdain. Alors, on est devenu l'un des pays d'Europe qui emprunte le plus cher sur les marchés financiers. Je reviens avec vous, Éric Heyer. Non, vous faites non. Non. Par rapport aux autres pays d'Europe ? Non, mais bien sûr que non. Bah, donc l'Espagne est à combien là, par exemple ? On est pareil, on est à 3,1 aujourd'hui. Oui. On est 3,1. Je croyais qu'il n'y avait plus que la Grèce qui empruntait plus cher que nous. L'Italie est 0,6 au-dessus de nous. Bon. On parle du Royaume-Uni, ils sont à 4,5. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'écart. Je me suis trompé. Enfin, je l'ai lu, donc d'autres que moi. Mais j'aurais dû vérifier. Mais est-ce qu'on a du mal à emprunter ? Parce que ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de pays ou d'investisseurs institutionnels qui disent on est prêt à prêter à la France. Oui, les adjudications de l'agence France Trésor, systématiquement, quand ils recherchent, admettons, 20 milliards, ils ont 2,7 fois plus de propositions que de demandes. D'accord. Et c'est à peu Donc il y a toujours de la confiance. Oui, alors sauf que les taux d'intérêt ont effectivement monté. Donc, mais il n'y a aucun problème. Alors, beaucoup plus cher. C'est là où, quand même, ces chiffres, je pense qu'il faut un tout petit peu les relativiser. Parce que les données en milliards, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut les ramener en points de PIB. Vous voyez, si l'inflation est là. Donc, en points de PIB, vous voyez, 50 milliards, un point de PIB, c'est 30 milliards. Donc, 50 milliards, c'est un peu moins de 2 points de PIB. 2 points de PIB, vous voyez, la charge d'intérêt dans les années même 2000, c'était à 5 points de PIB. Donc on a consacré beaucoup plus dans les charges, ramené au PIB, mais il faut bien le ramener à une sorte de richesse, d'accord ? Parce que vous voyez, les milliards d'aujourd'hui, c'est pas les milliards d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc au contraire, la charge d'intérêt n'a quasiment jamais été aussi basse en point de PIB. Elle a été plus basse pendant les dernières années, parce que vraiment, on empruntait à zéro. Les taux d'intérêt étaient nuls, d'accord ? Mais c'était même négatif à un moment. Bon, c'était un peu... ça n'allait pas durer. Donc aujourd'hui... Le 3%, il n'est pas extraordinairement élevé, c'est normal, c'est à peu près le taux normal. Pourquoi ? Parce que c'est le 2% d'inflation plus 1% de croissance, vous voyez, 2 plus 1 égale 3, c'est ça c'est le 3% et le taux à peu près normal. Le problème, c'est qu'effectivement, plus la dette augmente, plus ça va augmenter. Donc, ce qui est certain, c'est que si on reste à 3, compte tenu de la maturité de la dette, ça va représenter 3 points de PIB dans 10 ans. Mais 3 points de PIB, encore une fois, on peut dire que c'est extraordinairement élevé. Mais si on compare par rapport à quelques années, j'ai bien compris l'argument. C'est très nettement en deçà. Ça a été pire. Jean-François Husson, est-ce que c'est quand même la marge de manœuvre de ce gouvernement actuel ou des futurs qui se joue aussi ? Oui, d'abord, je veux juste rappeler, j'ai été frappé au début du propos ce matin de Bruno Le Maire. Il a dit « Mon obsession comme ministre des Finances, c'est l'endettement de la France ». Heureusement que j'étais assis. La dette sur 7 ans augmente de 1200 milliards. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. Et on voit bien que ce soit... j'entends ce que vous dites, mais il faut de toute façon toujours traduire en milliards parce qu'à un moment, on voit bien que si ça nous coûte plus cher, que les conditions sont moins favorables, c'est la même chose que pour... le Kidam qui emprunte, forcément, la situation se dégrade. Elle se dégrade, quand même. On est dans ceux qui, aujourd'hui, on est le pays dont la situation est à contre-courant. Elle continue de se dégrader. Là où tous les pays européens sont dans une situation inverse. Il y a un sujet sur l'Allemagne avec un effondrement d'investissement. Et pour tout dire, la France et l'Allemagne, dont on doit s'honorer qu'ils soient les membres fondateurs de l'Europe, aujourd'hui, commence à être regardé avec interrogation. Davantage d'ailleurs la France et l'Allemagne. C'est peut-être un tournant majeur. Moi, je ne veux pas inquiéter, mais c'est pour ça il y a besoin de se redresser. Il y a besoin de remuscler le dispositif. Alors, on est d'accord, mais quand on parle de 3200 milliards de dettes, elle n'est pas seulement... Alors, il y a une partie importante pendant le mandat et demi d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi les déficits cumulés de tous les gouvernements, y compris quand la droite était au pouvoir. C'est des décennies de déficit aussi. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, si on ne fait rien... on est promis, à mon avis, à connaître très rapidement des difficultés. Et quand vous êtes un pays très endetté en difficulté, c'est ceux qui trinquent les premiers, c'est les ménages les plus modestes. Et ça, moi je vous le dis, on n'a pas le droit de jouer avec l'avenir des gens les plus modestes. Et donc, il faut, redresser nos comptes en faisant des efforts, en réduisant un certain nombre de dépenses publiques,
Et je crois, alors j'entends, je souscris d'ailleurs à une partie de la conclusion des propos de Bruno Le Maire, il faut retrouver une productivité au travail, il faut revoir nos systèmes, je dirais, d'amortisseurs sociaux et de protection sociale. Enfin, Bonsoir de Sort, il a dit qu'il avait lui-même sauvé l'économie française. C'est une drôle de manière que de ne pas avoir agi pendant les 7 ans où il était en responsabilité. Ouais, allez, on va écouter un dernier extrait de l'audition de Bruno Le Maire ce matin, toujours sur ces critiques en insincérité ou en mystification. On l'a évoqué rapidement, mais je veux bien qu'on consacre le dernier chapitre à ce thème, le thème de l'erreur technique. Écoutons Bruno Le Maire. La règle, c'est que les recettes sont techniques et que jamais, à aucun moment, ni le cabinet, ni a fortiori le ministre, ne disent un mot sur l'évaluation des recettes. Or, l'ouragan dont vous parlez parfaitement, monsieur le rapporteur général des Finances, il est lié à 80% à une erreur d'évaluation des recettes sur lesquelles le ministre ne se prononce pas. Erreur d'évaluation. De quel service de Bercy parle-t-il, Caroline Michel-Aguirre? Quel service aurait à ce point sous-estimé les recettes de l'État? En fait, il y a plusieurs services à Bercy qui sont chargés de remonter de l'info et de la coordonner. Ouais. Il y a la direction du Trésor, il y a la direction générale des finances publiques, la DGFiP, et la direction du budget. Pour ce que j'en sais, ces trois-là doivent se... Alors c'est vrai qu'à plusieurs fois, il dit les notes remontaient, elles ne disaient pas forcément la même chose. Mais enfin, théoriquement, ce qui se passe, c'est que ces trois directions, c'est quand même les personnes... les énarques, les meilleurs de la République, hein, normalement, doivent se retrouver et se mettre d'accord sur des prévisions et des analyses, des remontées de recettes, etc. Et des erreurs, ça arrive. Ce que vous disiez tout à l'heure, là où il n'y a pas de chance, c'est que toutes les erreurs sont allées dans le même sens cette année. Maintenant... ce que vous n'avez pas passé, c'est le moment où il parle de cette étanchéité totale. Oui, il dit il faut que les murs restent solides entre ce service et la décision politique, en quelque sorte. Et mon cabinet, et il ne doit pas y avoir d'interférence. Bon, alors, pour ce que j'en sais, je sais que ça fonctionnait beaucoup comme ça sous Bruno Le Maire. À savoir que le Trésor fournissait, parce que j'avais commencé à enquêter là-dessus avant. Finalement, je n'ai pas écrit l'article parce que, bon, on a été tourneboulé par cette histoire de budget et j'étais rattrapée par la mystification. Mais pour ce que j'en sais, ça a beaucoup fonctionné comme ça sous Bruno Le Maire. Donc avec une étanchéité? Avec une remontée verticale, c'est-à-dire que le Trésor fournissait ses prévisions, etc., elle n'était pas, pardonnez-moi cet anglicisme, vraiment challengée par Bruno Le Maire, qui voyait les chiffres et qui se demandait comment il allait traiter ça politiquement. Ce qui serait intéressant de faire, et là j'ouvre la question, c'est de savoir comment ça se passait précédemment. Je ne sais pas, sous un Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui était quand même un économiste assez pointu, s'il se contentait de recevoir les notes et de dire bon, alors, il y a une différence, on va voir comment on va gérer. Comment ça se passait avant? Mais là, j'ouvre le sujet. Et comment ça se passait ailleurs? Tiens, ça va être la dernière question que je vais poser dans ce débat, parce que Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, c'était lors d'une audition de votre commission, vantait les mérites du système anglais. Il propose de confier les prévisions budgétaires à une institution indépendante. Éric Heyer, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, enfin, il me semble que c'est quand même effectivement intéressant d'avoir des instituts indépendants qui essaient de faire cette prévision. Bon, nous, on a décidé, en Angleterre, ils n'ont pas les hauts conseils aux finances publiques. Les hauts conseils des finances publiques, c'est dans les États membres, mais de la zone euro, d'accord? Et on peut considérer que c'est quand même indépendant. Et donc, depuis la constitution de ce haut conseil des finances publiques, de mémoire 2012, on a vu que quand même les prévisions étaient un peu plus proches de la réalité. C'est-à-dire que le challenge, d'accord, c'est pas le cabinet du ministre, mais c'est le Haut Conseil. Et donc quand la DG Trésor va devant le Haut Conseil, il se dit tiens, je dois pas dire n'importe quoi. Donc on a déjà une institution. Alors, moi, il me semble qu'on l'a déjà. Il y a certains qui proposent que ça soit carrément le Haut Conseil qui fasse l'intégralité de la prévision, puisqu'ils sont indépendants. Bon, et que la DG Trésor quelque part soit sous le Haut Conseil. Bon, c'est une idée, mais il y a d'autres organisations comme la nôtre, l'OFCE, ou d'autres qui sont indépendants, qui pourraient faire. Bon, ok,
pourquoi pas. Encore une fois, la DG Trésor, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est énorme, d'accord? C'est bien plus que l'OFCE ou que le Haut Conseil. Donc ça veut dire que, bon, on ne va pas faire beaucoup d'économies. Est-ce que les prévisions seront nettement meilleures? Entre nous, vraiment, ce travail a été fait par le Haut Conseil. Encore une fois, je n'ai pas la date exacte, mais que les écarts de prévision de la DG Trésor par rapport à la réalité sont finalement bien plus modeste qu'on le pense, parce que le Haut Conseil joue son rôle quand même de challenger. Merci beaucoup, la Direction Générale du Trésor, évidemment. Merci et bonne audition demain avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur l'antenne de Public Sénat.